On va commencer par faire une présentation. Je vais me présenter donc, Jean-François Mougard, certains me connaissent, d'autres pas. J'ai 56 ans, il faut calculer. J'ai 56 ans, je suis jonzaquais depuis 2003. Je suis marié, mon épouse est dans la salle, elle est directrice de l'école de Réau. J'ai 2 enfants, un qui est à la technique derrière et puis ma fille qui me soutient depuis la Normandie. J'ai un peu baigné dans le service public. Ma maman était surveillante infirmière, mon papa était agriculteur et poète. Il est décédé il y a quelque temps, malheureusement. Voilà, donc je suis un fonctionnaire territorial. Et donc, en 2003, quand je suis arrivé à Jonzac, c'était pour être directeur général des services, pour remplacer Madeleine Perrin, qui était partie à la retraite à ce moment-là, qui est aujourd'hui conseillère municipale, adjointe au maire peut-être, non, conseillère municipale. Voilà. De 2003 à 2016, j'étais DGS de la ville de Jonzac. Entre fin 2016 et début 2017, j'étais un peu sur la ville de Jonzac et sur la communauté de communes. Et à partir de mars 2017, je suis devenu, parce que Claude Belot m'a désigné comme ça, donc directeur général des services à la communauté de communes. Et donc de 2017 jusqu'à 2023. Toutefois, sur la période au moins 2017-2020 et quelques, 2020-2021, j'ai continué à m'occuper des dossiers jonzaquais, et notamment des dossiers les plus importants pour la ville, à savoir le forage dit Soena 2, celui qui a été mis en service en 2021. Donc c'est un dossier qu'il a fallu porter de 2016 à 2021. Donc j'ai continué à accompagner le maire Claude Belot sur ce dossier. Puis historiquement, je me suis toujours occupé des dossiers de chauffage urbain, géothermie, de l'eau et de l'assainissement. Donc j'ai continué à suivre ces missions tout en étant DGS à la Comcom, parce que c'est des dossiers qui étaient un petit peu compliqués. J'étais en tuilage avec un garçon que vous avez peut-être rencontré, qui s'appelait Thomas Procureur, qui était le DGS qui m'avait remplacé en 2017. Voilà. On va faire un tour de table où on va commencer par... je vais vous présenter mon équipe. Donc on est aujourd'hui une petite équipe. Donc on est une petite équipe qui s'affiche. Il y en a d'autres qui sont dans l'équipe et qui attendent avant de s'afficher. Il y a une dynamique, il y a des gens qui sont en train de venir. Moi j'aime cette équipe parce que pour l'instant il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a de tous les genres donc. Il y a des compétences et il y a surtout, j'allais dire, un mot qui les caractérise tous, c'est l'altruisme. S'ils sont là, tous et toutes, s'ils vont aujourd'hui au devant de certains embêtements tout de même, c'est aussi parce qu'ils ont envie de porter un projet pour les autres. Voilà. Et je les en remercie et il faut les en remercier. Voilà.
Il y avait quelques valeurs qui étaient importantes sur la diapo d'avant. Probité, transparence, responsabilité, c'est des sujets qui sont pour moi importants. D'abord, un point important, depuis 25 ans, je travaille pour les élus. C'est pour les élus, pour qu'ils réalisent leurs rêves. C'est ça mon job dans ma vie, chacun les siens. Le mien, c'est que quand il y a des élus qui ont des projets, eh bien, il y a des gens autour d'eux qui sont là pour les aider à les faire. C'est ça mon boulot. Et on le fait avec un engagement qui est très important. Au travers des élus, ce sont les citoyens qu'on sert. C'est la valeur qui me semble essentielle. Imaginer, travailler, c'est deux mots qui sont importants, parce que quand on travaille pendant quelques années auprès de Claude Belot, l'imagination, c'est permanent, c'est la créativité. On n'est pas à Jonzac aujourd'hui par hasard. Quand vous regardez le chemin qui a été fait, c'est beaucoup d'imagination. Mais ce n'est pas seulement de l'imagination, c'est aussi du travail. Donc ce que j'attends aussi de notre équipe, et puis je serai là, voilà, c'est aussi pour être dans cette dynamique. Pour Jonzac d'abord, parce que oui, on se présente aux élections municipales à Jonzac, mais aussi pour la Haute-Saintonge. Parce que la Haute-Saintonge, c'est un territoire extrêmement important. Il y a des élus qui sont de la Haute-Saintonge et je leur remercie d'être ici. Jonzac et la Haute-Saintonge, et Jonzac, c'est une relation forte, c'est une relation essentielle parce que Jonzac, c'est la centralité principale de ce territoire, c'est avec les communes alentours, Saint-Germain, notamment Saint-Martial, c'est 20% des emplois, ce sont les services essentiels, à commencer par l'hôpital, donc il y a une relation très forte. Et puis la Haute-Saintonge, elle s'occupe de choses extrêmement importantes, on le verra, notamment du développement économique, donc les emplois, donc ça c'est essentiel, et donc ce sont des sujets qui sont très importants. On va s'amuser un peu quand même, parce que la politique, pour la cité, c'est aussi se projeter. C'est se projeter raisonnablement, et il y a un point qui est important, on travaillera à fiscalité constante, c'est un engagement. Voilà. Et donc on fait avec les moyens que l'on a, et si on n'en a pas, on se crée des moyens, comme dans la vraie vie. Et puis quand il y a des choses que l'on veut faire, eh bien, il y a des choses parfois qui sont plus importantes que d'autres, et donc parfois on fait des choix. Et choisir, parfois c'est renoncer. Bien. On va passer, rentrer dedans. Hein? Une petite citation, ce qui est juste et efficace doit être préservé. Oui, j'ai fait de l'histoire et de la géographie et donc je suis attaché à ce qui est du passé et qu'on doit conserver. Sachant que l'adaptation et l'innovation sont les conditions du progrès et du mieux vivre citoyen, bien oui, en même temps, bon, c'est plus très à la mode en même temps, mais on va aussi être dans cette approche tournée vers l'avant-garde, tournée vers l'imagination et la création. Allez. Donc on fera les choses en deux temps. Jonzac d'abord, la Haute-Saintonge ensuite. Un petit rappel, le 15 mars, nous désignerons simultanément 27 conseillers municipaux. La fois d'avant, il n'y en avait que 23. Pourquoi ? Parce qu'avant, la population municipale était légèrement inférieure à 3500 habitants, donc 23 conseillers municipaux en 2020. Et ce coup-ci, on est un peu plus que 3500, donc ce sera 27. C'est un seuil important, mais bon, peu importe. Un rappel a été fait tout à l'heure. En 2020, c'était quand même un peu historique. Une seule liste. Bon, il y avait aussi le Covid, donc ça n'aidait pas. 944 votants sur 2500 et quelques inscrits, ça faisait quand même pas beaucoup de personnes qui s'étaient déplacées. Parmi celles qui s'étaient déplacées, certaines avaient exprimé quand même leur mécontentement, ou en tout cas leur mécontentement de ne pas avoir une autre liste. Et donc l'aspect important aussi de notre campagne, c'est aussi qu'il y ait du choix. Et ça, c'est vraiment important, et donc on est dans la proposition d'une alternative. En même temps, on va désigner, en même temps dans les communes comme Jonzac, on désigne en même temps les délégués qui siégeront au conseil communautaire. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Dans les communes plus petites, on désigne ces conseillers municipaux et ensuite le maire est désigné. Ce sont souvent les maires qui vont se retrouver au sein du conseil communautaire. J'insiste, 6 délégués sur 158. Donc, on est loin de la majorité, hein, ça ne fait que 3,58%. Dans d'autres EPCI, d'autres établissements de coopération intercommunale, la ville-centre a presque la moitié, et donc le président est souvent le maire de la ville-centre. Ici, il se trouve que c'est un peu le cas, mais pour des raisons qui sont
historiques qui sont attachés à la personne de Claude Belot, qui a toujours su rassembler une très large majorité. Et donc, en 2026, il est possible, probable, que les choses ne soient pas tout à fait les mêmes. Et donc, il y a des enjeux derrière, parce que Jonzac et la communauté de communes, ce sont des destins un peu liés quand même, vous le savez. Notre projet, on va y aller, donc les grandes orientations, faire de Jonzac une ville heureuse, un pôle structurant, une destination accueillante, des élus mobilisés pour le pouvoir d'achat, on verra comment. Une destination encore plus attractive, nous sommes une station thermale, c'est important, le tourisme ici a une place importante. Des grands projets, et puis, donc j'insiste sur l'approche fiscalité constante, en avant. Faire de Jonzac une ville heureuse, un pôle structurant, une destination accueillante, où on peut d'abord se soigner. Donc ça, aujourd'hui, riche ou pauvre, bien heureux celui qui a un médecin, un dentiste, là, il n'y a pas de sujet. La question, c'est vraiment aujourd'hui, c'est un sujet essentiel, notamment dans des territoires comme les nôtres. Que peut faire une commune? D'abord, dans un cadre plus global, c'est un contrat local de santé qui se fait à l'échelle de la Haute-Saintonge. Ensuite, ce sont des actions qui peuvent être déclinées dans les communes. Et il est possible de faire des choses. Alors, les médecins, ils ne sont pas sur l'étagère, on ne peut pas les chercher comme ça. Hein. Toutefois, on peut avoir des engagements. Par exemple, au travers d'une maison de santé pluridisciplinaire, ce sont des choses que les communes peuvent porter. C'est un choix pour faciliter l'installation de médecins et d'autres professions médicales, mais c'est un véritable engagement. Mais pour moi, c'est un engagement essentiel. Hier soir, on avait une réunion sur le PLU, j'ai entendu qu'il y avait des villages seniors qui allaient s'installer avec 90 personnes d'un côté, 30 personnes de l'autre. Bon, très bien, pourquoi pas, mais ce sera encore plus de tension sur la demande médicale. Donc accueillir des seniors et en même temps ne pas accompagner l'accompagnement, enfin ne pas accompagner l'offre médicale, c'est forcément à un moment donné une difficulté. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est forcément, en termes de développement tout à fait durable, que d'accueillir des maisons de ce type-là? Et si on le fait sans prévoir de l'accompagnement médical à côté, c'est un sujet. Donc la commune de Jonzac s'engagera. On a la possibilité de le faire, on a les moyens de le faire, on doit y aller. Mieux se loger, la ville doit être un acteur essentiel de la production de logements en concertation avec les autres communes. La concertation avec les autres communes, ce n'est pas juste pour dire. J'ai quelques collègues dans la salle, d'anciens collègues. Je rigolais de temps en temps en parlant de la commune de Saint-Marzac, Saint-Germain, Jonzac, Saint-Martial de Vitaterne. Même si Jonzac, même si Saint-Germain, même si Saint-Martial sont des communes qui sont séparées, le fait est que dans notre vie du quotidien, qu'on s'installe à Jonzac ou à Saint-Germain ou à Saint-Martial, c'est pareil. Parce que bon, on va trouver un terrain un peu plus grand ici et moins cher là, on veut être plus près du centre-ville à Jonzac. Donc la stratégie du logement dans un territoire comme le nôtre, elle ne se fait pas commune par commune, elle se fait par entité, elle se fait par bassin de vie, parce que les gens s'installent en fonction du collège, du lycée, de l'école, bref, de tout un tas de choses, des commerces, etc. Donc cette stratégie-là, elle doit se penser pas dans son petit coin. Et le PLU que j'ai vu hier, j'avais que des cartes qui étaient strictement jonzacaises. Et puis on verra comment, mais la ville peut être productrice de logements. C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle doit. Et si elle ne le fait pas, seule l'initiative privée le fait. Et s'il n'y a que l'initiative privée qui le fait, cette initiative va, et c'est normal, vers le plus rentable. Et le plus rentable, ce n'est pas forcément la location ou la production pour du logement permanent. C'est une ville aussi dans laquelle on a des services, des équipements publics qui sont de meilleure qualité, toujours en coopérant avec les communes voisines. Si chacun veut sa salle des fêtes, son terrain de tennis, son skatepark, son city, machin, son bidule, etc., on a des équipements qui sont nombreux, qui coûtent cher, c'est de l'argent public, mais qui sont sous-utilisés. Donc je pense que ceci doit être optimisé. Et donc travailler avec les copains, ça me semble être essentiel. Est-ce qu'à ce stade, stade sans mauvais jeu de mots, est-ce que, petite étape, est-ce que vous avez les unes et les autres des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent dans ce que je viens de dire? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que je suis clair? Alors, peut-être qu'on peut regarder aussi les choses différemment.
En 1975, la démographie était effectivement celle que vous venez d'évoquer, 4000 et puis aujourd'hui 3500 et quelques. En même temps, la structure de la population n'était pas la même. Les écoles de Jonzac étaient pleines à craquer, je suppose, parce que s'il y a aujourd'hui 27 salles de classe à Jonzac, alors qu'il n'y a plus que 14 classes effectivement, c'est qu'à un moment donné, ces salles de classe, elles étaient remplies. Et si vous regardez aujourd'hui la structure de la population, elle a considérablement vieilli. Et donc, ce vieillissement généralisé de la population, mais de façon très importante, pour un tas de raisons. La population française a vieilli entre 1975 et 2025. Jonzac attire les seniors pour un certain nombre de raisons, parce que c'est la ville-centre, parce que quand on habite dans des petites villes autour, on se dit, pour nos vieux jours, on va vendre le pavillon de 150 mètres carrés sur 3000 mètres carrés de jardin, et puis on va se rapprocher de Jonzac, donc pour nos vieux jours. Et puis il y a tous ces seniors qui découvrent Jonzac par le biais du tourisme, ou parce qu'ils se sont mariés avec des Jonzacaises charmantes, et puis ils se sont dit, c'est là qu'on va s'installer. Mais ce sont essentiellement des seniors qui viennent s'installer. Et aujourd'hui, l'accroissement démographique de Jonzac, dont j'ai entendu parler pour les calculs pour le PLU, la population a augmenté d'environ 50 et quelques habitants là, entre les deux derniers recensements. Il y a 250 personnes de plus de 60 ans entre les deux derniers recensements. Donc si la population a augmenté de 50 habitants alors qu'on a 250 seniors de plus, ça veut dire que dans toutes les autres catégories, ça a baissé de 200 ou 250 puisqu'on a un solde positif. Donc ça veut dire qu'on a une population qui vit. Donc, et puis j'ai entendu derrière, à l'époque, les médecins faisaient 70 heures, aujourd'hui ils ne sont pas forcément sur ce schéma-là, etc. Bon. Mais bon, voilà. Jean-François, tu te poses la question de savoir s'il faut, dans quel sens prendre le fait d'avoir des médecins ou accepter que des maisons de seniors s'installent. Alors moi je ne me pose vraiment pas la question, parce que je pense que pour le bien-être de toutes ces personnes vieillissantes qui sont souvent dans la solitude, soit en campagne, soit à droite à gauche, complètement isolées, en termes de santé publique, le fait de les mettre dans des résidences accueil, parce que je crois, que j'ai appris hier soir comme tout le monde, je crois que c'est des résidences accueil, permet de leur maintenir le lien social et du fait de bien vieillir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important, avant de se poser la question, parce que qu'on aille partout en Charente-Maritime, la Charente-Maritime est un EHPAD à ciel ouvert, ça on le sait. Ça, c'était des volontés politiques d'un vieux président qu'on connaît bien, pour la Charente-Maritime. Et donc, du coup, l'important, oui, c'est accepter que ces maisons arrivent, parce que pour les gens, surtout. D'accord. Il y a de la demande. C'est pas des maisons de retraite. Attention. Moi, j'étais cet après-midi faire une conférence à La Tremblade dans une résidence, chez Domicis, pour ne pas les citer. J'ai vu des gens qui allaient très bien. Très bien. Voilà. Et il n'y en a pas un qui m'a demandé ma carte de visite pour les consulter au CMP à Royan-après. C'est des gens qui vont bien, sauf qu'ils sont seuls et qu'ils ont besoin d'un habitat adapté à leur vieillissement, tout simplement. Et je crois que Jonzac se doit d'accepter ce genre de choses pour le bien vivre. Pierre-Jacques, j'ai posé une question, tu apportes une réponse. Merci beaucoup. Je n'ai pas les réponses à tout, je pose des questions et puis on est là pour échanger. Ben, voilà un éclairage technicien en plus, donc éclairé. Faire de Jonzac une ville heureuse, un pôle structurant, une destination accueillante. Pour accueillir des médecins, il faut aussi qu'il y ait à Jonzac une ville dans laquelle des CSP+, des cadres supérieurs, quels qu'ils soient, aient envie de s'installer. Et donc ça passe par une offre culturelle, une qualité de vie, une qualité de ville, parce que si c'est pas beau, si on n'y trouve pas les spectacles que l'on a historiquement à Jonzac, il faut s'en féliciter, et des équipements de première catégorie, eh bien, on n'attirera pas des gens pour s'installer ici. Alors on a plein d'atouts. La Haute-Saintonge, d'une manière générale, est attractive. Charente-Maritime, on est près de la métropole, près du littoral. Il faut des villes qui soient structurantes, une armature urbaine. Je parle aux élus qui sont là, mais la Haute-Saintonge, c'est un ensemble de villes qui doivent être costaudes, qui doivent attirer. Bon. Et à Jonzac, on a une responsabilité peut-être importante parce qu'on a des équipements culturels, parce qu'on a aussi des moyens supplémentaires, au
travers notamment du casino et de cette concession de service public qui est une concession communale, où on a des moyens pour faire des choses. Alors, bon, la culture restera un axe fort. Je tiens au passage quand même à remercier Madame Belot, parce que je crois qu'elle s'est quand même beaucoup investie là-dedans, et puis j'envoie un petit signal, un petit message affectif aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'espace public sera plus accueillant et plus beau. L'espace public aujourd'hui à Jonzac a été un peu oublié. La rue de Verdun, la rue Sclafer, de mémoire, j'étais pas là, mais ça a dû être fait en 1981, en même temps que le réseau de chaleur. À peu près. Il y a des grands anciens qui sont là. Oui. Bon. Et depuis, c'est pas passé. En 2003, quand je suis arrivé à Jonzac, c'était la révolution. C'est l'aménagement de la place du château. Il y avait une pétition avec 1000 noms dessus, qui était faite contre, parce que tout le monde voulait un parking dans le centre-ville. Donc, malgré tout, le projet s'est fait, avec l'équipe Claude Belot, Jean-Claude Texier, ou Jean-Claude Texier, Claude Belot, dans l'ordre à l'époque, Christian Balou, bien sûr. On a attaqué ensuite le reste des espaces publics dans ce quartier, la place de la République, les aménagements que tu évoquais tout à l'heure, jusque le secteur donc, du parc des expositions. On a ensuite embrayé sur le secteur autour des Halles et de l'église. Donc là, on est en 2008-9, c'était la fin du mandat de Jean-Claude Texier qui a commencé sur... les travaux se sont faits un peu après. Et puis la place Marthe-Robert, pour tout le monde, c'est la place des Carmes, qui a été faite donc en 2011, quelque chose comme ça. Et puis depuis, d'autres priorités sont venues, et depuis 2020, en tout cas, il ne s'est pas passé grand-chose. Eh bien, à un moment donné, ceci doit être revu, parce que ailleurs, c'est joli, et puis moi, je trouve qu'on pourrait faire drôlement mieux quand même. Non seulement c'est pas très beau, mais en plus, on est quelques-uns à s'être cassé la figure. Moi, le premier, je me suis fait une entorse sur un trottoir devant chez Pierre-Jean Ravet, l'an dernier, ou il y a 18 mois. J'ai vu il n'y a pas longtemps des gens se casser la figure sur des trottoirs, et si moi je me casse la figure, des seniors se cassent aussi la figure, et c'est plus grave pour eux. Et je crois que quand on est une ville qui se veut être accueillante, eh bien, dans une ville accueillante, on peut circuler, pas tête en l'air, mais presque, on doit pouvoir être en sécurité. Et aujourd'hui, ça n'est factuellement pas le cas. Vous prenez la rue de Verdun, il y a des pavés qui manquent en plein milieu, là, si vous ne faites pas gaffe, bim bam. Bon. Donc une ville apaisée, c'est quand même une ville qui est accueillante, pas seulement pour les curistes, mais pour nous les premiers. Bon. Ça, c'est un sujet qui est important. Et des prises pour les voitures électriques. J'y viens après, Juliette, j'y viens après. Une politique en faveur du commerce, ça c'est un point important, parce que là, pour le coup, je reviens sur la diapo d'avant, une politique en faveur du commerce sera cohérente. Coup d'arrêt aux zones commerciales. Bon, je suis clair. Si je suis maire, il n'y a pas un mètre carré supplémentaire dans les zones commerciales. Je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Aujourd'hui, il y a une zone commerciale qui est en train de se bâtir en face d'Intermarché. Ce n'était pas possible de faire autrement, me dit-on. Alors là, je peux vous dire que c'était évidemment possible de faire autrement. Et puis là, dans le PLU, on en rajoute une couche. C'était hier présenté. Vous avez 4 à 5 hectares au nord de Leclerc qui sont toujours ouverts en urbanisation pour accueillir du commerce. On continue. Donc on ne peut pas avoir en même temps, pour le coup ça ne marche pas, petite ville de demain, et on va même empêcher des commerces qui sont vides depuis 20 ans d'être transformés. Bon, puis on fait une zone bleue, machin. Et puis en même temps, on fait open bar sur le commerce à côté, avec une boulangerie industrielle qui va forcément faire des ravages, avec d'autres commerces dont j'entends parler, fraîches, qui va faire des ravages. Et s'il y a 4 hectares de plus au nord de Leclerc, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce n'est pas petite ville de demain, c'est petite zone commerciale de demain. Sauf que c'est une erreur. Partout en France, aujourd'hui, vous l'entendez aussi, il y a des surfaces commerciales qui souffrent, et donc on est en train de construire aujourd'hui les friches commerciales de demain. Et qui devra s'en occuper? La commune, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Stop. Il y en a assez. C'est mon point de vue, et je l'affirme. Et puis en plus, je sais comment il faut faire. Je veux dire, je suis aussi accessoirement un technicien. On remet les halles au centre de la vie commerciale. Oui, monsieur Ross? Je voulais intervenir sur le point. Oui, par rapport au coup d'arrêt aux zones commerciales.
revitaliser son ville, etc. Moi, je suis révolté de voir ces ensembles ces ensembles qui se montent face à Intermarché. Intermarché, ne sachant pas d'ailleurs exactement de quoi il s'agit. Donc il y a... J'espère qu'on aura une information précise, mais c'est par des bruits de couloir que je sais qu'il y aura un grand frais. Une boulangerie industrielle. Oui, non, un grand frais, Marie Blachère, voilà, etc. Voilà. Je ne sais pas où ont eu ces débats Burger King. que nous avons évoqués tout à l'heure dans la ville. Je me dis, mais on ne peut pas dire, et même maintenant, tu le dis toi-même, stop, mais c'est plus stop. Il n'y a plus de place, ensuite, bon, on va construire dans une zone. Si, Non. on continue. Leclerc, j'étais conseiller municipal, je sais que c'était déjà en l'air depuis très longtemps. Alors que face à la source, c'est tout récent. Et je ne sais pas d'où vient la graine, la petite graine qui a fait germer tout ça. Je ne sais pas. J'aimerais avoir des détails sur la démarche, notamment la ville comprise, comment s'est passé ce projet. J'aimerais savoir. Et il faudrait savoir s'il n'y a pas une manière de stopper un petit peu, parce que pensez aux commerçants, les boulangers, le mal est fait. Les marchés, il évoquait de parler des marchés après, l'espace des commerçants de proximité. Ouais. Mais alors, que vont-ils devenir? Actuellement, on peut trouver des baguettes à Leclerc à 26 €. Centimes, Marie centimes, Blachère, centimes, 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 centimes. Oui, pardon. Tout augmente. Oui. Et on va en trouver chez Marie Blachère au même prix, mais où va la ville? Alors, je n'ai pas entendu ni senti des réactions politiques qui pouvaient s'appuyer éventuellement sur la population pour résister à ces projets. Bien. Merci. Bon, la lumière sera faite en temps voulu, mais le coup est parti. Bon, je ne suis pas un homme de rétroviseur. On regardera ce qui s'est fait, mais de toute façon, aujourd'hui, l'opération est lancée, donc plus rien ne l'arrêtera. En revanche, il faut empêcher les coups d'après. Et ça, c'est en train de se décider maintenant au travers d'un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme. Si on autorise dans certaines zones le commerce, eh ben ça continuera. Voilà, parce qu'il y a des promoteurs qui vont y trouver un intérêt et ça continuera. Et le centre-ville, il s'en moque. Voilà, donc ça c'est un sujet... Alors, les halles, on y reviendra tout à l'heure, mais je mettrai un point d'honneur à ce qu'on puisse en discuter. Madame. Une réponse par rapport aux élus qui sont en place actuellement, savoir comment s'est monté ce projet par rapport à la source. Monsieur Ross, il faut interpeller le maire. Oui, non mais attends. Mais il faut, je ne le suis pas encore, donc je ne peux pas répondre. Une ville belle. Une ville belle, bien sûr. Propre, bien aménagée. Une ville sécurisée. Je pense qu'on en manque énormément. On est en manque énorme de sécuriser. Qu'est-ce que vous entendez par sécuriser? Alors moi, j'habite en face de l'hôpital. Tous les élèves passent devant chez moi. Quand je vois, par exemple, les élèves du collège ne pas pouvoir utiliser les trottoirs pour aller soit au cinéma, soit faire leur cours de piscine en descendant par le centre de loisirs. C'est épouvantable. Je voudrais aussi aborder, je lis tous les jours, je me dis, il y en a un qui va y rester, les vélos, les trottinettes. J'ai de l'inquiétude et vraiment, je pense qu'on n'est pas sécurisé, en tout cas dans cette zone-là. Merci. Vous avez raison. Sur ce sujet de la collecte des ordures ménagères, alors je suis parti il y a 2 ans de la communauté de communes, mais je crois qu'il y a un travail en cours sur la réforme de la collecte. On serait en porte-à-porte. Ouais, ça va basculer en collecte en porte-à-porte et donc en bac. Donc les poubelles seront conteneurisées. Ça se développe un peu partout. Et puis je pense que d'ici peu, vous aurez des sacs transparents aussi qu'on vous donnera pour mettre vos ordures ménagères. Alors, oui, mais pas partout. C'est-à-dire que quand vous êtes en zone pavillonnaire, c'est comme ça que ça fonctionnera. Et quand vous êtes dans un secteur plus dense, on continuera sans doute à... Enfin, là, je m'aventure parce que je ne sais pas quel est le plan de déploiement qui a été prévu sur cette politique, mais j'imagine que dans les hypercentres, comme partout en France, il y a des points d'apport volontaires pour que les uns et les autres, vous puissiez apporter soit vos sacs jaunes, soit vos sacs d'ordures ménagères résiduelles. Je vais rappeler une règle parce que... Alors, là où je travaille, je m'occupe des déchets pour 125 000 habitants et
J'ai 200 personnes qui font la collecte avec des bennes à ordures ménagères en régie à l'agglomération. Donc le discours, il est simple. Donc la communauté de communes, elle s'occupe de ramasser les déchets quand elles sont dans les sacs ou quand c'est dans les conteneurs. Quand c'est à côté, c'est de la police du maire. Donc c'est au maire de faire respecter le fait que je sors mes poubelles le bonjour à la bonne heure. Et quand je ne le rende pas, à un moment donné, le maire a, surtout à Jonzac, des policiers municipaux, on peut toquer à la porte, mesdames et messieurs, c'est pas ce qu'il faut faire, merci de rentrer vos poubelles. C'est comme ça la règle. Quand on est curiste, le vendredi soir, on part, ou le samedi, a priori, on ne peut pas prendre le train avec son sac. Non, mais c'est pour cela qu'il y a des points d'apport volontaires qui existent et qui peuvent être... Et puis ensuite, quand on est curiste, on a aussi un bailleur, et peut-être que le bailleur, il peut peut-être s'occuper aussi de ses curistes. En tout cas, c'est un sujet. Toujours est-il que, dans les hypercentres, la problématique est différente. Donc, il y a le centre-ville. Tout le monde n'habite pas dans des hypercentres, il y a aussi des zones pavillonnaires, etc. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je pensais aussi une navette pour les personnes âgées. Nous sommes d'accord, oui. Une navette qui fasse le circuit. Pour aller au terme. Oui. Eh bien, ça reviendra. Voilà, ça fait partie des projets que je vais exposer avec vous. Des élus mobilisés pour le pouvoir d'achat, c'est un sujet aujourd'hui. Les communes peuvent, à leur niveau, intervenir, agir, faire mieux. Elles peuvent ne rien faire, mais elles peuvent aussi intervenir. Le logement, c'est un sujet. Eh bien, sur le logement, la collectivité peut intervenir pour être à la main, pour créer les logements elle-même, éventuellement au travers d'un outil qui s'appelle une foncière communale, c'est-à-dire c'est une société détenue par des capitaux publics et qui aura pour fond à but non lucratif et qui a pour but de produire du logement, pour but de produire du terrain à bâtir, pour le vendre ou pour le louer, au moins cher possible parce qu'on est sur du temps long, parce qu'on est sur un objectif de ne pas gagner d'argent, mais de ne pas en perdre. Donc ce sont des outils qui peuvent se mettre en place. On n'est pas sur un outil strictement communal, mais ça peut être un outil dans lequel plusieurs communes et même d'autres collectivités peuvent s'associer pour ensemble travailler sur ces sujets. Ça n'existe pas, mais on va le créer. Ça fait partie de l'ingénierie financière, mais ce sont des outils qui se développent ailleurs et ce sont des outils qui fonctionnent. Bon. Mais à un moment donné, si on attend encore une fois que ce soit toujours le privé qui fait, mais le privé, lui, il attend une rentabilité. S'il n'y a pas rentabilité, il ne fait pas. Ou pour avoir une rentabilité, il pratique des loyers qui sont élevés et qui font qu'on ne peut pas se loger comme il faut. Réserver des terrains à bâtir à des primo-accédants à des conditions avantageuses, quand on fait une opération de type lotissement communal, je peux avoir quelques lots qui vont être à des prix beaucoup plus bas, mais que je vais réserver dans des conditions qui peuvent être particulières, là aussi, à des primo-accédants, parce qu'ils voudraient s'installer, mais le terrain est à 100 balles le mètre carré et ça ne rentre pas dans l'enveloppe. Ce sont des choix qui peuvent être faits. La transition énergétique. Alors, il se trouve que c'est un peu mon dada. J'étais à bonne école, je fais des petits ailleurs, en développant des réseaux de chaleur notamment. L'autoconsommation d'électricité. Aujourd'hui, on peut, alors soit qu'on la met sur sa toiture, on peut avoir des installations photovoltaïques qui vous appartiennent et puis qui produisent pour vous, mais on peut aussi avoir une approche collective, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre sur son toit, parce qu'il n'en a pas, des panneaux photovoltaïques. Eh bien on peut avoir une approche collective dans laquelle on va pouvoir partager l'électricité qu'on produit. De même que des collectivités qui peuvent être propriétaires d'installations pourraient dire, eh bien l'électricité que je produis, je vais la vendre dans le cadre d'une autoconsommation collective, à prix coûtant, par exemple, à des habitants. Je pense même aller plus loin, en créant une coopérative d'énergie citoyenne. Tu vas travailler un peu dessus cet après-midi? Tu prends le manche? Juste, je reviens sur le point d'avant. Un élément très important dans un projet d'autoconsommation comme ça, c'est l'argument phare, c'est la stabilité. Parce qu'on maîtrise l'énergie qui est produite et donc le prix est stable. Les périodes de crise énergétique qu'on a connues ne subissent pas l'impact de ce type de projet. Pour en revenir à la partie citoyenne, il est possible aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de créer des groupements de citoyens qui vont se rassembler et qui vont pouvoir, un peu comme un système d'épargne,
investir dans des projets comme celui-ci. Et donc, évidemment, comme pour de l'épargne, il y a des redescentes de capitaux, des intérêts qui sont perçus. Ça peut être un moyen d'épargner, avoir une épargne locale qui est utile sur le territoire et qui est bénéfique pour la transition énergétique. Voilà. Donc on est dans de l'économie circulaire. Ils sont pas mal, hein, les petits. Hein, j'ai un pro là, de la dictologie, j'ai un pro des énergies renouvelables. Parce que, alors, ce sont des gens qui pratiquent, qui font. Hein. Faire, travailler, bosser sur ces sujets. Alors oui, on est dans l'innovation. Il y en a qui l'ont fait ailleurs, donc on va voir comment ils ont fait. On se sert de leur expérience, on adapte à notre territoire, et puis on fait nous-mêmes. Mais je lisais dans un article il n'y a pas longtemps, donc la France est endettée, très bien, il y a 6 400 milliards d'euros dans les Badlands des Français, qui sont rémunérés à 1, et quelques %, je ne sais pas, bon, les cacahuètes. Bon, il y en a d'autres, je pense qu'en Norvège, ils sont moins nombreux que nous, ils ont un fonds national avec 1800 milliards qui leur rapporte chaque année du 13% par an. Bon, parce qu'ils ont investi. Ben, on peut, je ne vais pas faire un fonds norvégien à 1800 milliards, hein, mais si, localement, là, les uns et les autres, certains disent, ben, moi ça m'intéresse, je souhaite d'abord placer une partie de mon argent dans un projet qui est sûr, qui est stable. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est garanti pendant 30 ans. Je prends cet exemple, et voilà, il y a zéro risque. Je reprends une expression bien connue de Claude Belot, on peut être rentier du soleil. Je crois que tout est dit dans la formule. Hein. Eh bien, qui sont les rentiers? Est-ce que les rentiers s'appellent Boralex, Total, Énergie ou je ne sais pas qui? Ou est-ce que c'est nous qui pourrions être les rentiers? Ensuite, est-ce que la société en question, elle peut vendre l'énergie produite localement dans des conditions attractives à des gens qui peuvent être les mêmes personnes de la coopérative ou à d'autres personnes, dans des conditions plus basses. Donc on peut intervenir là-dessus. Sécuriser, développer le réseau de chaleur urbain. Il y a 450 abonnés au réseau de chaleur urbain. Je ne vous cache pas que ce qui s'est passé cet hiver m'a un peu beaucoup agacé et en même temps très inquiété. On peut dire c'est la faute à pas de chance. Il y a une cheminée qui est tombée sur la chaudière numéro 2 qui date de 2004, c'est la faute à pas de chance. Quand vous cassez votre moteur, que vous n'avez pas remplacé la courroie de distribution, vous pouvez dire que c'est la faute à pas de chance. Voilà. Ben moi, je crois que c'est de l'imprévision. Et je le dis. Le contrat de délégation de chauffage urbain. Je vois des actrices du projet, là. Ces contrats, ils ont été signés en 2011, avec une date de fin de contrat, le 1er mars 2024. On connaît la fin du contrat du chauffage urbain depuis 2011. Février 2012, quelque chose comme ça. Donc ça fait 12 ans qu'on connaît la date de la fin du contrat. Donc quand on arrive effectivement le 1er mars ou presque 2024 et qu'on est avec un couteau sous la gorge, obligé de négocier un contrat prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, et qu'ensuite les abonnés au réseau de chaleur comme moi, on a reçu en 2025 une facture qui tombe de on ne sait pas quoi, qui dépend du contrat, pour 10 MWh, j'ai reçu pour 180 €. J'ai posé la question, pourquoi je paye? J'ai toujours pas la réponse, mais j'ai toujours pas payé. Voilà. Bon, et ben, ce réseau de chaleur, il va falloir s'y attaquer parce que j'ai pas envie qu'on le casse. C'est un formidable outil. Il faut le développer. C'est de la transition énergétique, c'est du bois produit localement, c'est tout ça. Bon. Mais c'est un outil qu'il faut entretenir. Et puis, il faut y penser longtemps à l'avance. Donc, c'est pas la veille pour le lendemain qu'on s'attaque à ces sujets-là. On avance, on me dit que je suis trop long. Hein. L'alimentation en général, la restauration scolaire en particulier, donc je parlais tout à l'heure de la communauté de communes. Oui, un programme alimentaire territorial à l'échelle du territoire. C'est quoi un programme alimentaire territorial? C'est à un moment donné, on réfléchit localement pour dire comment nos agriculteurs locaux, il y en a quelques-uns ici, qui font des pommes, des poires, du cochon, du poulet, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on peut mieux les rémunérer et comment est-ce qu'on peut utiliser leurs produits pour que nos enfants mangent mieux? Ça me semble, nos enfants ou d'autres. Mais en tout cas, on a le pouvoir de la restauration collective qui est à notre main. Mais ça, c'est des outils qu'on doit mettre en place. Alors, on peut acheter au travers de sociétés du repas à 1,50 € parce que c'est pas cher et puis c'est très bien, puis les enfants le boufferont bien. Mais pas toujours, et puis c'est pas satisfaisant. En tout cas, moi, c'est pas mon modèle. Et j'ai envie d'autre chose. C'est plus compliqué.
Ça mobilise des tas de gens, il faut y aller. Mais c'est, je crois, des projets qui ont du sens. Voilà. Et puis dans la restauration scolaire, aujourd'hui, il y a des enfants et des familles qui ont du mal à payer la cantine. Eh bien, je crois, je ferai une tarification qui sera une tarification plus progressive, avec des tarifs plus avantageux pour les Jonzacais. Alors, je ne vais pas faire du Jonzacais d'abord, mais toutefois, il y a les gens qui viennent, on habite à Jonzac, on scolarise ses gamins à Jonzac, c'est normal. Mais Jonzac n'a pas à payer les frais de scolarité des enfants des communes d'à côté. Et ça se passe. Bon, j'ai de bonnes sources. Hein, il y a des enfants qui arrivent d'ailleurs, mais ne t'inquiète pas, si tu veux, tu pourras scolariser tes gamins à Jonzac. Je ne demande pas de frais de scolarité, donc je déplume les communes d'à côté en enlevant les enfants. La solidarité communale, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, elle ne s'y retrouve pas, ça c'est certain, et ce n'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Les Jonzacais payent pour ces enfants, on n'a rien contre les enfants, mais néanmoins, leurs parents ne payent pas chez nous. Et on se retrouve demain à avoir des frais de scolarité qui sont normalement élevés. Donc on aura une tarification spécifique pour les Jonzacais, et puis pour les catégories d'habitants les plus démunis, on aura une tarification qui sera plus progressive. Tarification qui pourrait être à 1 euro, voire un peu moins. Ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table. C'est de la politique, voilà. Mais je préfère mettre 30 000 euros en plus dans ma cantine que 30 000 euros dans l'éclairage public. Je taquine. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? La mobilité, oui, sujet important. Eh bien, la mobilité, c'est un sujet également du quotidien sur lequel les collectivités peuvent agir, pas toutes seules, avec leurs voisins, parce que la mobilité du quotidien, ça se fait sur des itinéraires avec Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Martial et d'autres communes, qui peuvent concerner aussi les touristes, mais pas que, ça concerne le collège, ça concerne le lycée. Quand on était gamin, en tout cas moi, j'allais à l'école à vélo. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Avec déploiement de bornes de recharge solidaires pour ceux qui ne disposent pas de parking privatif, bon, ben ça me paraît indispensable. J'habite résidence Philippe Daniel ou même dans le centre-ville, je tire un fil pour accorder ma voiture. Bon, bah voilà. Et puis, est-ce que cette électricité qu'on met dans sa voiture, elle ne pourrait pas venir de ma coopérative ou d'une autoconsommation avec des tarifs où je tire un kilowattheure à 10 centimes et je ne l'achète pas à 30 ou 35 centimes pour recharger ma voiture. Bon. Ça, c'est possible, mais il faut s'en donner la peine. Il y avait des questions, je crois. Ben, on a la chance d'avoir beaucoup de parkings en centre-ville, dont 2, Paul-Bert et celui qui est à côté de la rue Lucien Brard, et aucune prise électrique. Donc les gens ne peuvent pas recharger leur voiture à Jonzac, c'est impossible. Il y en avait 3 devant le château, il n'y en a plus. À la gare. Ah bah oui, à la gare, c'est pratique. C'est un sujet. On s'y attaquera. D'autres questions? Oui, concernant les tarifs de cantine plus solidaires et préférentiels, l'intention est généreuse. J'ai un conseil à donner, si vous me permettre. Est-ce que lorsque le contrat sera établi avant les élections, est-ce que ça pourrait être un peu plus concret et visible, notamment de façon comparative par rapport à ce qui existe actuellement? Alors, sur les modalités de fonction, on fait un tout petit peu de technique, mais d'un côté, la commune paye son prestataire à un prix, et de l'autre côté, elle fixe des tarifs, et les tarifs sont décorrélés de ce que l'on paye au prestataire. Et puis, ce que l'on paye au prestataire, c'est une partie du coût. Parce que dans le coût de la cantine, il n'y a pas seulement ce qu'on paye aux agriculteurs et le cuisinier qui fait. Il y a aussi tout le personnel qui accompagne, notamment en maternelle, pour aider les enfants à manger. Et donc le coût de la cantine, véritable coût, il est à 6, 7, 8 euros. Et on le facture aujourd'hui à 2,50 euros. Donc on le facture à 2,50 euros pour les Jonzacais, why not? Pour les autres, on n'est pas obligé de le facturer à 2,50 euros. Et en tout cas pour certains, on peut facturer à moins. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça vous choque? Ça vous hérisse le poil pour ceux qui en ont? Non? Je continue? Let's go. Une destination encore plus attractive, le thermalisme, bien sûr. Un axe de développement pour le territoire? Bah oui, Jonzac, et puis Serge, si tu veux intervenir sur le sujet, mais
Tu discutes avec tes voisins, donc je vois bien, vous êtes très dissipés. Tu étais censé encadrer les petits, mais je vois que... Voilà. Le thermalisme, d'abord, ça repose sur une ressource en eau. Et cette ressource en eau, aujourd'hui, il y a un nouveau forage qui a été fait, qui est très abondant. Mais il y a 3 forages aujourd'hui. Il y a le forage historique, qui a été fait en 1979, avec le petit Nicolas, je crois, qui était là. Et donc, qui est aujourd'hui un forage toujours en fonctionnement, mais un peu fatigué. Voilà. Un forage qui avait été fait en 1991, qui a été ensuite mis en service en 2002 avec les Antilles, et qui envoyait de l'eau, par l'eau passée, qui envoyait de l'eau au terme en secours et en appoint. C'était la roue de secours du forage historique. Cette roue de secours, elle est cassée. Je n'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est un sujet, donc c'est forcément préoccupant. Puis on a le nouveau forage qui n'a été homologué que là, dernièrement, alors qu'il aurait dû être homologué, je le dis, en 2023. Bon, c'est une des raisons pour laquelle je me suis un peu fâché en disant bon, je ne reste pas parce que le travail n'avait pas été fait en temps et en heure. Voilà, et donc c'est aussi la raison pour laquelle Claude Belot, il faut l'en remercier, hein, heureusement qu'il est là, parce que c'est lui qui a repris tous les dossiers en 2023. Voilà. C'est lui qui a repris tous les dossiers, que ce soit le chauffage, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement. La communauté de communes a repris ces dossiers à la ville de Jonzac parce qu'ils n'étaient pas bien gérés. Le président a repris en main le dossier du thermalisme. Voilà, ce sont des choses factuelles. Bon. Et bien, quand on est maire de Jonzac, hier, il y a quand même un truc qui m'a choqué, je vous le dis. Il y avait une réunion sur le PLU hier. Et puis, dans les zones de développement économique, il y avait des surfaces qui étaient attribuées, avec notamment une surface de 1 hectare et quelques, dans le secteur du centre des congrès, donc sous le château de la Dimerie. Là. Il y a des terrains. Bon. Donc il y a une question qui a été posée, parce que bon, on s'inquiétait sur le devenir de ce terrain, voilà. Ce serait pour de l'eau minérale naturelle à embouteiller. Bien, monsieur le maire, c'est pas. Il n'est pas au courant. Il regrettait que Claude Belot ne soit pas là pour expliquer ce qu'il en était, et donc comme il croit savoir que Claude Belot travaille avec Barbara Lachance sur le sujet, il interpelle Barbara, il dit tu as des informations. Bon. On parle quand même d'un sujet qui est l'eau minérale. Alors il se trouve que c'est l'eau potable que vous buvez tous, que nous buvons tous, on a une chance extraordinaire ici. Mais alors là je peux vous le dire, hein, de boire une eau, alors pour le coup sécurisée de chez sécurisé, 0 pesticides, 0 nitrate, on ne peut pas faire mieux. Elle est excellente. Ah, en plus. Mais on y reviendra tout à l'heure. Bon. Là où je travaille, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un cocktail magnifique. Bon. Mais ici, on a cette chance. Cette ressource-là, il y a un projet de l'embouteiller. Si le maire de Jonzac, qui représente la commune propriétaire de cette ressource, ne s'intéresse pas à ce projet, c'est pas normal. Voilà. En tout cas, moi, ce dossier-là, je l'ai porté à l'époque avec Claude Belot, quand il était maire. On a bossé là-dessus, et puis, terminé. Bon, ça repartira. Sur les bouteilles plastiques, c'est plus tellement dans l'air du temps. Hein. Mais il y a ça et d'autres. Enfin, en tout cas, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui se discute, et puis il n'y a pas que des bouteilles plastiques. Pour le projet évoqué hier, on la avance. bouteille de l'eau, etc., c'est un projet qui date de Mathusalem. 2014. Vous avez qu'on s'entende. Plusieurs fois, j'ai été emmené avec la liste que je menais, poser des questions à monsieur le maire ancien, nouveau, qui n'était pas très clair et cohérent sur les réponses à apporter. Soyons cohérents. Qui est secret. Voilà. Ensuite, je ne sais pas comment les consignes ont été passées entre l'un et l'autre. Voilà, j'en dis pas plus. Je ne sais pas, il y a un maire, en tout cas, qui est propriétaire du forage aujourd'hui. Donc, ces sujets-là, c'est... Tiens, Claude Belot, il est premier adjoint, Christophe Cabri, c'est le patron de la maison, il est le maire. Voilà. Et tout se fait sous son autorité et sa responsabilité. Donc, il a été premier adjoint depuis 2009, ou 10, conseiller départemental, je ne sais plus toutes les étiquettes qu'il a. Il est maire depuis 2020, au bout d'un certain temps, on doit connaître cela. En tout cas, moi, mon projet, ce n'est pas ce qui n'a pas été fait, mon projet, c'est de m'y attaquer pleinement et d'y aller. Peut-être que ce n'est pas possible, peut-être que c'est un sujet qui sera débattu, qui sera mis sur la table. Il y a peut-être des inconvénients, etc. Mais en tout cas, c'est un projet sur lequel on doit y aller parce que c'est
un vecteur de développement économique, et dans nos territoires, c'est important. C'est aussi une marque, c'est aussi être connu, et c'est important pour nous. On avance. Mais bien sûr. Monsieur Ross, vous pouvez compter sur moi. Alors, je passe rapidos, je viens d'en parler, mais je veux juste dire qu'ici, alors c'est un schéma qui est assez intéressant, qui permet de qualifier les eaux. Ici, vous avez Thonon, ici, vous avez Évian, ici, vous avez Jonzac. Pareil. Donc, l'eau de Jonzac, c'est pratiquement de l'eau d'Évian, d'un point de vue physico-chimique et organoleptique. Voilà. De grands projets pour demain, remettons les Halles au cœur de la ville, c'est un sujet, on l'abordera. Moi, je vais vous poser une question. Les Halles, c'est un truc formidable. C'est beau, c'est chouette, et tout ce qu'on veut, c'est un patrimoine exceptionnel, c'est évidemment quelque chose qu'il faut préserver. C'est un lieu qui marche super bien le vendredi matin, mardi matin un petit peu, samedi matin un tout petit peu, puis le reste du temps, bon. On sent bien qu'ici, on pourrait faire des choses extraordinaires. Bon. On sent bien qu'ici et ailleurs, quand vous allez en vacances ailleurs, il se passe des choses extraordinaires dans les Halles. Bon. Eh bien, c'est un lieu qui doit être un lieu qui doit polariser le centre, c'est un lieu qui doit créer des choses, c'est un lieu qui doit, j'allais dire envoyer du pâté, mais on doit pouvoir en manger avec un coup de vin blanc et puis en même temps faire son marché, etc. Doit être un lieu de vie et qui autour de lui structure. Voilà. Il y a un potentiel pour le faire. Quand on est dans ce coin-là, on est en vacances tous les jours à Jonzac. Bon, ben, ça devrait être plus fort que ça. On doit s'appuyer sur ce lieu de vie. Bon. Deuxième sujet, hop, à côté là, t'es passé trop vite, Gabriel. Et pourquoi pas une nouvelle place? C'est pas interdit de délirer, comme dirait le premier des Jonzacais, à condition d'être sérieux. Ici, donc les Halles sont ici. Ça, c'est l'ancienne maison de retraite. Et vous avez ici, donc vous avez la rue de Verdun qui est là, la rue Saint-Gervais qui est au-dessus, on a le cinéma qui est là, et puis là, il y a un lieu qui est caché, etc. Bon, est-ce qu'on peut imaginer ici avoir demain un nouveau quartier, mais que peut faire le maire, que peut faire le conseil municipal? Je ne sais pas, s'il ne fait pas ça dans sa ville, à ce moment-là, c'est pas moi. Bon, en tout cas, moi j'ai envie de m'attaquer à ça. C'est pas maintenant. Quelque chose qu'on peut... Alors, c'est pas quelque chose qu'on va faire dans les 5 ans, c'est peut-être quelque chose qu'on fera dans les 10 ans, mais c'est bien d'avoir des projets comme ça dans un coin de sa tête, de se projeter, d'imaginer des trucs, et puis de se dire, c'est peut-être le coup d'après, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais où je vais, et donc, on va explorer, on va travailler, on va voir si ça marche, et si ça marche, on y va, et si ça marche pas, tant pis, on n'ira pas. Mais ça s'explore. On passe. Des grands projets pour demain, alors ça passe aussi par le quotidien. Tout à l'heure, j'ai parlé des écoles, mais je vais juste faire... ce point, Jonzac, 14 classes, 291 enfants et 27 salles de classe. Sans compter Saint-Germain de Lusignan. À un moment donné, on se rend compte qu'on a 2 fois plus de salles de classe qu'on a de bâtiments. Alors soit qu'on dit on s'accroche à nos écoles, soit qu'on commence à réfléchir sur comment est-ce que ces mètres carrés, on ne pourrait pas mieux les utiliser. D'abord parce que la ville de Jonzac, c'est aussi un propriétaire immobilier qui doit avoir de mémoire dans les 50 000 mètres carrés de bâtiments, quand on met tout bout à bout. Ce patrimoine, ça se gère, parce que si ça ne se gère pas, ça coûte. Bon. Donc avoir des salles qui sont vides, et qui sont chauffées, et qui sont entretenues ou pas bien entretenues, tout ça, ça coûte. Bon, moi j'ai envie de me poser la question, est-ce que demain, en entente avec les communes voisines, Saint-Germain, Saint-Martial, mais peut-être d'autres, j'en sais rien, mais au moins ces deux-là, Saint-Martial n'a pas d'école, donc ils scolarisent historiquement leurs enfants à Jonzac, mais aussi à Saint-Germain. Saint-Germain a des baisses d'effectifs, ils ont aussi des classes et ils ferment. Enfin, vous comptez le nombre de gamins qu'il y avait dans le journal la semaine dernière, on voit bien que, on peut tous faire des enfants, il y a des jeunes ici, il faut en faire, mais ça ne va pas suffire. Bon. Eh bien, on a des mètres carrés qui sont importants. L'école La Ruche, je prends ce bâtiment parce qu'il est intéressant. C'est 1000-1200 mètres carrés de plein pied, parfaitement desservi, visible depuis 2 rues passantes avec du stationnement. Bon, c'est un lieu qui a du potentiel. À un moment donné, on peut peut-être dire aussi, et si on regroupait les familles sur un pôle scolaire unique, et ça simplifierait d'abord la logistique des parents, ça simplifierait la logistique de la commune parce que les repas qui partent de la cantine, il faut les envoyer à l'école La Ruche, ça simplifierait l'entretien, puis les 1200 mètres carrés, ils peuvent devenir autre chose. Place à l'imagination, des locaux sociaux, associatifs, une maison pluridisciplinaire de santé, un tiers-lieu, bref, ce que vous voulez, mais en tout cas, on doit l'anticiper. On avance. Je veux qu'on s'interroge aussi sur le quartier qui est le quartier
dans le secteur Malraux, etc. On voit bien qu'on a des choses qui sont extraordinaires, on a des tartines enrobées. Moi, j'ai envie de réfléchir sur ce quartier-là, qui est un quartier d'entrée de ville. L'école Malraux, c'est la partie qui est de ce côté-ci, là. Voilà. De ce côté-là. On a ici le square Leclerc. Oui, c'est ça. C'est le square Leclerc. L'avenue d'Enfer Rochereau, avenue des Poilus. On a ici une place magnifique d'enrobé. Bon, bref, on n'a pas de liaison, on n'a pas de continuité entre tout ça. J'ai les Carmes qui sont complètement tournés du côté de la place Marthe-Robert qui est ici. Derrière, il se passe quoi? Et pourtant, j'ai l'ancienne corderie avec la possibilité de faire des choses. Donc on voit bien qu'ici, on a de quoi imaginer des choses. On a des surfaces, on peut y ramener des habitants, on peut avoir une action d'aménageur, de développeur, on peut ramener de la population, âgée ou moins âgée, et vivre mieux dans ce quartier. Je le crois, je le pense. Oui, j'avance, madame. Alors ça, c'est un projet un peu fou. Donc il faut vous, comment on dit déjà, non, il faut vous projeter. Bon. Cet espace-là, donc à l'heure où je vous parle, on doit être quelque part par là, hein, ici. Bon. Donc j'ai le théâtre qui est là, j'ai l'entrée du théâtre qui est ici, et là derrière j'ai un espèce de... C'est l'ancien chemin de ronde ici, mais c'est la partie technique qui est derrière le théâtre là. Ici, donc, j'ai la salle des fêtes. Moi, j'ai envie de me poser la question. Vous voyez par où vous êtes arrivé ici, c'est quand même pas terrible. Par où on rentre dans le théâtre, c'est pas terrible. Mon idée, elle est peut-être saugrenue, elle est peut-être stupide, j'en sais rien. Mais je la pose. Je dis, mais est-ce qu'ici, on pourrait pas avoir une belle entrée, une grande entrée qui se ferait par là? Alors, on enlèvera les poubelles ici. Hein. Parce que des fois, il y a des grappes là. Donc, est-ce qu'on peut pas rentrer par là? Avoir un hall qui soit commun au théâtre et à la salle des fêtes où nous sommes. Et puis si cet espace, on se disait, on lui fait faire un 180, j'arrive par l'arrière et je pourrais avoir un espace scénique plutôt par là, et les locaux techniques, la partie technique de la salle, elle pourrait être derrière. Elle pourrait être de ce côté-ci. Et je peux imaginer avoir devant cet espace, je ne sais pas, moi ici, les affiches avec bientôt ce qu'on a aujourd'hui au programme, et puis devant quelque chose qui est un peu plus digne des lieux, et puis la police municipale, on la mettra ailleurs. C'est une idée, c'est quelque chose qui se fait dans le mandat ou dans le mandat d'après, mais c'est une idée qui aurait du sens, avec un équipement qui pourrait recevoir 180 personnes dans le théâtre, on n'y touche pas, on peut traiter l'accessibilité PMR, et puis dans cet espace, il resterait à peu près le même, mais avec une autre orientation, et une fonction vraiment chouette qui pourrait être en complément avec le superbe équipement. Il ne s'agit pas de faire la concurrence au centre des congrès qui est sur des jauges 2-3 fois supérieures, mais d'avoir en centre-ville un lieu qui peut recevoir correctement des jauges de 100, 200, 250, 300, c'est à peu près le truc. Moi j'ai envie de poser cette question et je la pose. Voilà. Une question. Oui. Avec quel sou? Avec quel sou? Oui. Alors on est à Jonzac. Il y a des choix qui sont à faire. On est dans le temps d'abord. Quand on est dans l'action publique, on est dans le temps long. Donc on réfléchit dans le temps long. Donc c'est bien d'avoir des projets, puis de se dire, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bon. D'abord on commence par des études. Je vais prendre le château. Prenons le cas du château. Avec quel argent? L'aménagement du château, la rénovation totale du château, elle a commencé en 2009. Elle devait se terminer en 2020. Et puis pour des raisons de Notre-Dame qui a brûlé et un peu de Covid, ça s'est fait un peu après, mais tout le plan de bataille, c'était celui-là. Donc la rénovation, elle s'est étalée sur 12 ans, avec des millions d'euros. Donc de l'argent, on peut aller en chercher auprès des financeurs, qui peuvent être le département, qui peuvent être la région. Et quand ils ne sont pas démunis, on est à Jonzac, où on a aussi des ressources propres. Vous avez une ressource propre qui est celle du casino. Le casino, donc si on prend les autres communes de la Haute-Saintonge, les autres communes de la Haute-Saintonge, elles font des choses qui sont chouettes. Et elles n'ont pas nos bases fiscales. Et elles n'ont pas un certain nombre d'avantages que nous avons ici. Elles n'ont pas un casino qui génère 1 400 000 € par an de recettes. Donc tout ça, c'est en plus de bases fiscales qui sont tout à fait intéressantes, puisqu'à Jonzac, il y a une concentration d'équipements qui sont intéressants. Donc on a un potentiel. Ensuite,
On peut investir ce potentiel. On peut l'investir de moult façons, mais il y a des choix qui seront à faire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Fiscalité constante, on ne touche pas aux impôts. C'est le contrat du mandat. Mais ça n'empêche pas, sur le temps long, de dire qu'est-ce que je fais? Bon, un projet comme ça, le temps de sortir les études, vous êtes en 2000, on est en 2025, vous n'avez pas des études avant 2028. Voilà. Et si on y va sur un projet comme ça, vous êtes en 2032-33, c'est un projet qui au mieux se termine en fin de mandat et peut-être même qui se dit bon, c'est quelque chose qui se fait après. Le cloître des Carmes. La commune a racheté le 4e côté du cloître des Carmes en 2012 ou 13. 12 ou 13. Claude Belot était encore président du département. Et ensuite, la rénovation, vous voyez, elle s'est terminée en 2025. Donc, avoir les idées, penser dans le temps long. On passe? Oui. Effectivement, on parle beaucoup de réaménagement du centre-ville et on ne parle pas de ça. Passe. On parle beaucoup du réaménagement du centre-ville. Pour moi, la vie du centre-ville, elle passe par les commerces. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de comment on vient aider la vie commerçante, comment on vient aider les commerçants à pouvoir réintégrer le centre-ville. Beaucoup de commerçants ont quitté le centre-ville pour eux-mêmes, des commerçants jonzaquais, pour aller s'installer dans les zones que vous dénoncez. Alors, et font partie même peut-être des proches de votre équipe. Comment on vient aider ces commerçants, comment on vient aider à réinvestir le centre-ville par les commerces? À mon avis, la vie du centre-ville, elle passe par le commerce. Elle passe par le commerce, elle passe par des habitants aussi dans le centre-ville. Parce qu'il faut aussi mettre des habitants dans le centre-ville, parce que quand on habite dans le centre-ville, on vit dans le centre-ville. Et ça, c'est important. On habite dans le centre-ville, on y va à pied, on va aller au cinéma, on va aller acheter une pizza, on va aller dans le commerce, etc. Donc, avoir une stratégie foncière, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une foncière. La commune doit être aménageuse. Imaginons, je prends un bâtiment qui a un rez-de-chaussée au sol, donc un rez-de-chaussée avec un local commercial, vacant depuis 20 ans. Bon, il y a des immeubles au-dessus. Dans le cadre d'une opération portée par une collectivité comme la commune, on peut imaginer avoir des locaux qui sont à des prix accessibles. Prenons le cas de l'ancienne corderie, derrière, enfin rue Rubé-Gatineau, où on a potier, etc. Bon. Il y avait quoi avant? Il n'y avait rien. C'était un bâtiment qui était en ruine. La commune a racheté ce bâtiment avec une stratégie qui était d'y mettre un potier, puis des métiers d'art, etc. La commune ne gagne pas beaucoup d'argent sur les loyers qu'elle encaisse ici, hein, je peux vous le dire. Mais vous avez ici un quartier où il y a des gens qui gagnent leur vie, qui travaillent, qui créent de la vie, avec un propriétaire, la commune, qui prend un tout petit loyer. Donc, la question peut être, est-ce que la commune peut être propriétaire de murs? Et dans quelles conditions elle peut accompagner des commerçants à s'installer dans des conditions agréables? Et puis si ça marche bien, le bail devient moins agréable parce qu'on prévoit des conditions diverses et variées. Mais on peut être dans ce schéma-là. Mais ce n'est pas au privé de le faire, c'est à la commune d'être promoteur immobilier. Moi, je veux être un maire promoteur, enfin, je veux que la commune soit promoteur. Voilà. Okay. Mais il n'y a pas de solution magique. Hein. On vient dans le centre-ville aussi si les espaces publics sont plutôt qualitatifs. Donc c'est un mix de... Donc si les espaces publics sont moches, bon, si c'est agréable, prenons la place, on habite, enfin, la place de la République et la place du Château. Regardez comment elle a évolué de 2003 à 2025. C'était pas terrible il y a 20 ans. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des locaux commerciaux vacants? Peut-être pas, enfin, beaucoup moins qu'ailleurs. Quels sont les commerces qui se sont créés depuis? Il y en a pas mal. Les commerces qui sont rénovés. Si, il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui sont là, qui ont créé un commerce. Monsieur Campion a créé un commerce. Il y a une galerie qui s'est installée. Voilà. Non mais... Non mais... Non, mais il y en a quelques-uns. En tout cas, on a ici des espaces commerciaux. Donc ça veut dire d'abord, parce que là où il y a les espaces publics qui ne sont pas qualitatifs, ça ne marche pas. La question du stationnement est un sujet, on y reviendra peut-être, mais la question du stationnement est importante. La Haute-Saintonge, c'est une force collective à cultiver, une ruralité heureuse à l'avant-garde. Ayons à l'esprit que la Haute-Saintonge, c'est fondamental. Des communautés de communes de ce type-là, il y en a nulle part en France, ou très très peu.
Et c'est notre force. Avoir une vision, il faut qu'on fasse un peu de géographie quand même. D'abord, je suis géographe comme Claude Belot, c'est peut-être pas par hasard qu'il m'a recruté comme DGS à l'époque. En tout cas, c'était un point très important pour lui. Ça, c'est important parce que ici, quand on regarde une carte de France, on peut se dire, il n'y a rien entre finalement Bordeaux et puis Royan, Saintes, Cognac, Angoulême. Il y a nous. Oui. Entre Il y a nous. Libourne et Royan, il n'y a rien. Et cet espace, il est fantastique, il doit être cultivé, il doit être bâti sur une armature solide, avec des collectivités qui sont costaudes. Donc la Haute-Saintonge, c'est une entreprise formidable, qui doit être animée formidablement, et il y a de vrais enjeux. Je rappelle 2-3 choses sur la Haute-Saintonge, parce qu'il faut l'avoir à l'esprit, on l'oublie, mais c'est peut-être aussi le moment de rappeler un peu ce que c'est que la communauté de communes. C'est d'abord du développement économique. Et donc c'est elle qui fait du DevEco, et ce n'est pas les communes. Donc les zones d'aménagement, c'est la communauté de communes qui les fait, ou du privé, mais ce n'est pas les communes, elles n'ont pas le droit de le faire. Ouais. C'est de l'hôtel d'entreprise, donc à Jonzac, vous en avez quelques-uns. Donc vous avez Résidence Philippe, un ancien bâtiment qui a été rénové pour y mettre du tertiaire. Vous avez Avenue des Poilus, de la rénovation qui a été faite avec des hôtels d'entreprise. Donc voilà, c'est ça. C'est le tourisme, aujourd'hui, sauf à Jonzac. Alors Jonzac a son office du tourisme, la Haute-Saintonge a son office du tourisme. C'est une particularité parce que Jonzac est une station thermale et le législateur a dit, là où il y a des stations thermales, la commune, elle peut avoir son office du tourisme. Mais donc, d'une manière générale, c'est le tourisme sur la Haute-Saintonge. L'aménagement de l'espace, c'est extrêmement important en ce moment, puisque la Haute-Saintonge a fait ce qu'on appelle le SCOT, vous avez peut-être entendu parler, donc le schéma de cohérence territoriale. Il se trouve que j'étais à la manœuvre de 2017 à 2020 pour le faire. Et ce document, c'est le document qui s'impose au PLU, qui dit vous ne pouvez pas trop déborder. Voilà. Donc ce document-là, il est important. Ce sont des services publics essentiels du quotidien. Les ordures ménagères, c'est la communauté de communes, ce n'est pas les maires. Donc si on n'est pas content, c'est aussi auprès du président qu'il faut, auprès de la communauté qu'il faut s'adresser. C'est à Jonzac, et à Jonzac seulement. Nulle part ailleurs. Donc c'est la seule commune sur les 129, c'est la communauté de communes qui s'occupe de l'eau potable et de l'assainissement. Ailleurs, c'est O17, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime. Pour des raisons historiques, je ne rentre pas dedans. À Jonzac, de grands équipements structurants, la communauté de communes, on ne peut pas trop s'en moquer, c'est les Antilles, c'est la médiathèque, c'est l'école des arts, c'est le centre des congrès, et tout ça, sauf l'école des arts qui est à Saint-Germain-de-Lusignan, mais c'est quand même des services dont on profite, nous, Jonzacais, très largement. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis arrivé en 2003, les Antilles étaient ouvertes, le petit bonhomme qui est là, il avait 5 ans, je lui ai dit, t'as vu, on va vivre là. Ah, bon, on habite ici, papa. Voilà. Ben oui, c'était génial. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Et donc, ce qui va se passer demain, les délégués, les 6 délégués de Jonzac qui seront à la CDCHS, ils ne représenteront que 3% des 158. Il va falloir qu'ils pèsent. Il va falloir qu'ils existent. Et on existe. Alors évidemment, personne ne pèsera et existera comme Claude Belot. Bon, parce que c'est lui qui a fait cette collectivité. Mais on peut peser aussi par nos idées, par notre technicité, par notre travail. Voilà, c'est extrêmement important. Et par la solidité de nos propos, et puis par une approche un peu collective et solidaire. Voilà. Parce que ce sont des vrais enjeux. On avance ? Je suis toujours géographe, alors j'aime bien les cartes. C'était une petite pichenette au département, je ne pouvais pas m'en empêcher, excusez-moi, mais quand on prend le département, on pourrait dire on est au fond du département de la Charente-Maritime. D'ailleurs, on a été un peu traité comme ça pendant quelques temps. Ben oui, mais quand on regarde, qu'on dézoome et qu'on regarde la région, ben en fait, on est au centre de la région. Et ceux qui sont aux marges, ben c'est plutôt les Rochelais. Hein. Bon, donc c'est celui qui dit qui y est, je ne sais plus qui a dit ça, mais enfin bon. Et ça, c'est une position géographique extrêmement puissante. Et la géographie, c'est important. Hein. La politique d'un État est dans sa géographie. C'est un gars avec un bicorne qui avait dit ça il y a quelques années. J'avance là-dessus, mais on est attractif. Hein. On est ruraux, mais on est attractif. Puis comme on est ruraux et qu'on a de l'espace, on est encore plus attractif pour certains qui voudraient, comme les petits jeunes ici, s'installer chez nous. J'avance un peu, mais il y a des sujets sur lesquels je me battrai à la Haute-Saintonge en lien avec ce qu'on fait ici. Contrat local de santé, on en a parlé, c'est un sujet essentiel.
Le programme alimentaire territorial, c'est un sujet essentiel. Je passe sur la gouvernance, je passe sur le développement des pôles. On n'a pas trop le temps, on a avancé, il faut qu'on avance un peu. Mais en tout cas, il y a des vrais enjeux sur un territoire comme la Haute-Saintonge. Et donc demain, il faut penser la gouvernance de ce vaste territoire qui est très très grand. Et donc il faut trouver le bon étagement, la bonne échelle entre ce qu'on appelle les EPCI XXL, parce qu'il est très très grand, et puis la commune. Donc comment on arrive à trouver le bon étage? Et ce bon étage, c'est les bassins de vie qu'on a, enfin à mon point de vue, hein. Ce bon étage, c'est les bassins de vie qu'on a vus tout à l'heure, c'est essayer d'avoir une sorte de déconcentration, une gestion un peu plus près de certains dossiers au niveau des bassins de vie. C'est la vision que j'ai de la gouvernance, et donc c'est comme ça que je pense qu'on doit la... Oui, on avance. On conclure. Eh bien, les premières actions, on passe là-dessus, transparence, premières actions, réunir les élus et les agents de la commune et de l'office de tourisme. Et oui, c'est pas que les élus qui sont dans une commune, hein. Il y a pas loin de 100 personnes entre la communauté, entre la commune et l'office du tourisme. Et donc, ces gens-là doivent travailler ensemble. C'est important parce que le maire, c'est le patron de cette boutique. Et donc, si vous traitez mal vos agents, ben, il vous le renvoie bien. Et parfois, ça se voit. Bon, je vais donner 2 exemples parce que quand même, j'ai des collègues, 42 ans de cotisation et même d'ancienneté sur Jonzac, qui sont partis sans les honneurs. Bon, ben, quand vous n'organisez pas un pot de départ pour Argus qui a 42 ans dans la boutique, il y a un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Et derrière, ça... Bon, installer une gouvernance associant les habitants, eh ben, je pense que les commissions peuvent être très ouvertes et ouvertes à des non-conseillers municipaux. Pour moi, tous les documents sont communicables au public, sauf ceux qui ne le sont pas. Donc, il y en a beaucoup qui le sont, il y a des documents qui ne le sont pas, mais il y a tout un tas de documents qui doivent être communiqués en transparence. La mairie, c'est la maison commune, c'est la nôtre, c'est pas celle du maire, hein, c'est pas là qu'il habite le maire, c'est la nôtre, c'est notre maison commune. Préparer le budget primitif 2026, c'est pratiquement la première chose à faire puisqu'il doit être voté avant le 30 avril, l'année électorale, donc ça veut dire se mettre un peu dedans. Enclencher les chantiers de coopération. C'est le budget de la France ou... Ouais, ben oui, mais le budget de la France va avoir des incidences sur le budget des communes. Parce que suivant qu'il y a des dotations ou pas, suivant que, à un moment donné, il faudra gérer tout ça. C'est revoir les règles du stationnement en ville. Je ne dis pas qu'on arrête la zone bleue. En tout cas, je vais dire temps mort jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Et qu'à un moment donné, on discute avec les gens. Qu'on fasse un retour sur expérience. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais on en discutera ensemble. On prendra le temps qu'il faut, enfin pas trop longtemps quand même, mais entre le 15 mars et puis le 15 mai, c'est bien le diable si on n'est pas capable de faire une évaluation et d'y aller. Comment tu vas arrêter la zone bleue? Ben, je suis maire. C'est un arrêté municipal, la zone bleue, monsieur. Voilà. Donc, je prends un arrêté, le 16 mars, l'arrêté dit que, et puis il se trouve que les policiers municipaux sont des agents qui interviennent sous les ordres du maire, et donc la consigne sera donnée, on ne met pas de PV, voilà, tout simple. Hein? Dans un premier temps, monsieur, et puis ensuite on cause. Voilà. Voilà. Des rappels 30 km/h en centre-ville. Circulation, oui. Bon. Mais je dis temps mort, voilà. Et puis je dis, enfin, moi, mettre des PV à 35 € à des gens qui viennent dans le centre-ville et payer des policiers municipaux un emploi pour cela, 30-35 000 € pour mettre des PV à des Jonzacais, ça m'interpelle. C'est un sujet politique. Voilà. Donc, et c'est de l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs. Comment on fait? Comment on faisait avant? Mais il y a un principe essentiel qu'on ne fait pas en France qui s'appelle l'évaluation des politiques publiques. On prend des décisions après avoir réfléchi. C'est très bien. Puis ensuite, on laisse vivre la décision, puis on voit ce qu'il en est, on en tire le bilan. Et puis si c'est une mauvaise décision, on la corrige. Voilà. Moi, je pars du principe aujourd'hui que ce qui se passe est à corriger. Mais on en rediscutera. Et puis il y a un conseil municipal qui aura évidemment un travail à faire là-dessus. Et à un moment donné, il y a des décisions qui seront à prendre. Mais je pose la question, faut-il dépenser l'équivalent de 30 ou 35 000 € pour mettre des procès-verbaux à 35 €, argent qui ne va pas dans la caisse de la commune par ailleurs, pour sanctionner des gens, pour... Bon, c'est un sujet quand même, c'est un sujet. Hein? Bon, moi ça me pose problème. Bref, modifier les règles. Alors la cantine, ça c'est des choses qui peuvent être faites très rapidement. Hein.
Et puis le PLU, bah oui, alors le PLU ne sera pas terminé. Je pense que tel qu'il est parti, il y aura un coup d'arrêt forcément, mais ce sera un travail essentiel parce que c'est la stratégie de la collectivité. Voilà, je vous remercie. Il y a un pot, on peut boire ensemble, discuter, tout ça, tout ça. J'insiste sur un sujet, c'est des grandes orientations. On est là pour lancer un débat, pour faire marcher le commerce et celui de la bière peut-être. Voilà, c'est le moment de discuter, c'est le moment de s'interpeller, c'est le moment de nous interpeller, de nous dire pas d'accord, d'accord, on va plus loin, on va à côté, on en parle. C'est le moment de vous impliquer. Parce que je vais quand même rappeler un truc qui pose problème. Je vais en finir là-dessus. Jonzac, sur les listes électorales, 2700 inscrits et quelques. 2700 inscrits. En 2020, il y en a 23 seulement qui se sont réunis pour faire une liste. 23 sur, à l'époque, 2600. Il y en a 2700. Est-ce qu'on va être capable de faire 2 fois 27 personnes pour avoir 2 listes? Bah, ça me semble essentiel. Et donc ça veut dire que si vous avez envie, si vous avez des idées, comme as you are, comme dirait McDonald's, puisqu'on aime beaucoup les burgers ici, mais venez comme vous êtes. Mais apportez vos idées. Apportez votre contradiction. Apportez vos contributions. C'est bien de râler, mais à un moment donné, il faut y aller, puis il faudra faire. Et puis de toute façon, il y a un cadre. Le cadre, il est simple. Et ça, c'est mon boulot. Parfois, c'est dans mon boulot, je suis là pour rappeler le cadre aux élus, pour éviter qu'ils délirent comme je viens de le faire. Il y a un cadre qui est le droit, il y a un cadre qui est la technique, et un cadre qui est la finance. Vous faites 3 cercles, vous faites l'intersection des 3 cercles, je faisais toujours ce petit... Et l'intersection des 3 cercles, technique, juridique et finance, c'est le cercle du possible, c'est le cercle du politique. Puis ensuite, il y a une variable qui est le temps. Les élus, ça intègre le temps. Voilà. Et maintenant, on conclut. Voilà. Merci à tous, et puis à bientôt. Oui, remerciements, commune de Jonzac pour la mise à disposition de la salle des fêtes gratuite, avec le matériel, tout ça, c'est super, et puis toute mon équipe. Et merci à vous d'être venus. C'est encourageant.